Quel bilan tirez-vous du G7 qui s'est tenu à Charlevoix? Alors Charlevoix, c'est dans la belle province, comme on dit, c'est au Québec, au Canada. Donc il s'est passé un truc assez extraordinaire, c'est-à-dire que le G7 s'est réuni. Donc le G7, je rappelle qu'il s'agit des États-Unis d'Amérique, du Canada, qui était la puissance invitante ce coup-ci, du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon. Alors, un certain nombre de choses à dire sur cette affaire. Je rappelle que l'idée d'origine avait été lancée par l'inénarrable Valéry Giscard d'Estaing, je crois en 1975, pour essayer d'avoir une espèce de comment dirais-je, de gouvernement des 7 principales puissances industrialisées du monde, et qui aurait un petit peu dit au reste du monde ce qu'il fallait faire. Ça se voulait quelque chose d'extrêmement élitiste, style Giscard, et dirigeant le monde. Sauf que, depuis 1975, maintenant nous sommes en 2018, c'est-à-dire nous sommes exactement 43 ans après, bientôt un demi-siècle, le monde a sacrément changé. Parce que c'est vrai qu'en 1975, les 7 pays en question représentaient une part tout à fait considérable du PNB mondial et de la population, une part significative. Maintenant, ça a décru rapidement. Maintenant, le G7 ne représente plus que 10% de la population mondiale et représente une part du PNB mondial qui est, je crois, de l'ordre de à peu près une trentaine de pourcents. Donc ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que déjà, ce G7 est en déclin. Deuxièmement, il y a un problème de conception d'emblée dans le G7 que personne jamais ne souligne, sauf moi. Alors je vais le souligner de nouveau. C'est que mettez-vous à la place, par exemple, du gouvernement espagnol, ou du gouvernement polonais, ou du gouvernement portugais, ou du gouvernement hongrois, ou roumain. On leur explique que l'Union européenne, c'est un truc formidable, et on est tous copains, on est tous solidaires, sauf que il y a un moment à partir duquel, vous êtes des petits, on n'a pas besoin de vous. Nous, on est des caïds. Cette idée française de départ fait que il y a l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni qui sont là, au G7, et puis l'Espagne, les Polonais, les Roumains, les Slovaques, les Chypriotes, les Suédois, et ils peuvent aller se brosser les dents. En fait, ils puent de la bouche, on veut pas d'eux, quoi. Voilà. Alors, pour faire genre, on a quand même mis le poivreau de service Jean-Claude Juncker, là, le type de la Commission européenne, qui est un G7 plus le poivreau, quoi. Voilà. C'est ça le truc. Imaginez ce qu'on pense à Madrid, à Varsovie, à Bucarest ou à Athènes de ces réunions. On en pense le plus grand mal. On se dit pour qui se prennent-ils? Alors ça, tout ça, ce sont des points qu'il faut déjà avoir à l'esprit. Alors le plus beau de l'affaire, c'est que Donald Trump, qui est un peu fantasque, si loin que l'on puisse dire, mais ça a un certain charme, il a mis les pieds dans le plat. He has put the feet in the dish. Il a mis les pieds dans le plat et il a dit, premièrement, qu'il voulait que la Russie, qui auparavant était dans ce G7 qui avait été transformé en G8, et la Russie de Poutine qui avait été chassée comme une malpropre après l'affaire de la Crimée, et Donald Trump a dit qu'il fallait que la Russie réintègre le G7. Alors, dans un premier temps, Giuseppe Conte, le président du Conseil italien, a dit la même chose. Il a dit qu'il approuvait la position de Donald Trump. Oui, mais ils se sont rassemblés avec Theresa May, Emmanuel Macron et Angela Merkel, et puis il s'est fait taper sur les doigts Giuseppe Conte. Et finalement, l'Union européenne a dit que non, c'était très bien, il fallait surtout pas que la Russie réintègre le G7. Oui, mais on avait cru comprendre que Macron avait dit l'inverse 2 jours avant. D'ailleurs, Macron s'était rendu à Saint-Pétersbourg 15 jours avant, pour un sommet des entreprises, et il avait appelé Vladimir Poutine, Vladimir tu fais ci, Vladimir je t'aime, Vladimir... Voilà. Il avait tutoyé Vladimir Vladimirovitch Poutine, lequel avait refusé de tutoyer Macron d'ailleurs. C'est-à-dire que Macron était allé dire à Poutine le tutoyer, on est formidable, et puis une semaine après, il dit non, on veut surtout pas de lui. Voilà. C'est le problème de Macron en fait. C'est comme pour l'Italie. C'est comme pour la Russie. Je crois que Macron
D'abord, fondamentalement, il a une case en moins. Ça, le diagnostic maintenant est sérieusement établi. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Il est à moitié dingo. Mais en plus de ça, dans sa dingoterie, il ne comprend pas que lorsqu'il fait une déclaration en France, elle peut être lue dans le monde entier, notamment par les ambassades. Voilà. Donc lorsqu'il a fait la déclaration sur le cynisme et l'irresponsabilité du gouvernement italien, ben, aussitôt, il y a des médias italiens et il y a l'ambassade d'Italie en France qui ont relayé ça au gouvernement italien, d'où le scandale dont on parlait dans la question précédente. Mais là, c'est pareil avec la Russie. C'est-à-dire que Macron va à Saint-Pétersbourg et tutoie Vladimir Poutine, qui n'en a jamais demandé autant d'ailleurs, fait semblant d'être très copain avec Poutine, et puis une semaine après dit on veut surtout pas de la Russie, elle pue des pieds, on ne veut pas au G7. Voilà. Donc ça veut dire que vu de Moscou, à Moscou, on sait très bien que c'est n'importe quoi, que le G7 et que Macron, c'est n'importe quoi. Alors, résultat, Donald Trump a été isolé sur ce coup, mais il a été isolé sur un coup beaucoup plus important qui est celui des négociations commerciales multilatérales, et en particulier des droits de douane, et en particulier Donald Trump a menacé après avoir lancé un début de guerre commerciale sur l'acier et l'aluminium, ce qui lui vaut les foudres du Canada et de l'Union européenne. Maintenant, il a ouvert un nouveau front en disant qu'il envisageait de créer des taxes sur les automobiles, en faisant valoir que les automobiles américaines qui arrivent dans l'Union européenne sont taxées à 10% quand elles entrent sur le marché de l'Union européenne, alors que les automobiles fabriquées en Europe, quand elles entrent sur le marché américain, ne sont taxées qu'à 2,5%. Donc c'est l'un de ces arguments forts en disant il y a, par exemple, dans le créneau des voitures de luxe, je crois qu'il y a plus de 40% qui sont occupés par la simple marque Daimler-Benz, enfin, c'est-à-dire Mercedes, aux États-Unis. Et Trump fait valoir il voit très peu de voitures américaines en Europe, ce qui n'est pas faux. Vis-à-vis du Canada, il a fait valoir que le Canada imposait des droits de douane sur les produits laitiers américains de 295%. Et donc Trump dit je suis élu des Américains et il faut que ça cesse. Et il a relié cela de façon assez habile avec un autre sujet qui est le sujet du financement de l'OTAN, puisque ça fait maintenant 3 ou 4 présidents des États-Unis qui réclament sur l'ère des lampions que les pays d'Europe acquittent ce à quoi ils se sont engagés, c'est-à-dire faire des versements à l'OTAN qui correspondraient à peu près à 2% de leur PIB, je crois. Et en fait, on en est très très loin. Donc Trump a dit moi je suis le représentant des ouvriers et des cadres américains et on en a assez d'avoir un déficit commercial long comme le bras. Il faut en fait que désormais on change les règles du jeu et qu'on ait un commerce plus équilibré. Alors je ne vais pas entrer dans tous les détails là-dessus parce que Trump en fait viole les accords qui ont été passés sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce. C'est la raison pour laquelle le Canada, l'Union européenne attaquent les États-Unis d'Amérique devant l'organisme de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si on entre dans le détail, on s'aperçoit par exemple pour les automobiles qu'il y a beaucoup d'automobiles de marques européennes qui sont fabriquées aux États-Unis. Et des voitures de marques américaines qui sont fabriquées en Europe. Ford a une usine près de Bordeaux. Donc en réalité, la présentation que Trump fait de la situation est quand même très rudimentaire, et quand on entre dans le détail, on s'aperçoit que sa position est moins claire qu'il n'y paraît. Cela étant, quitte à surprendre, moi je trouve que Trump est dans son rôle. On ne peut pas reprocher au président d'un pays des États-Unis d'Amérique, qui dégage des déficits commerciaux absolument phénoménaux, on ne peut pas lui reprocher de vouloir essayer de remédier à ça et d'essayer de ruer dans les brancards. En revanche, ce qui est absolument extraordinaire, ça a été la réaction toujours d'Emmanuel Macron. Il a donné des grandes leçons. Encore, il passe son temps à donner des leçons. Après, quand c'est pas la Russie, c'est l'Italie. Quand c'est pas l'Italie, c'est les États-Unis. Et quand c'est pas les États-Unis, c'est le Venezuela. Enfin bon, les leçons de M. Macron, tout le monde en a ras-le-bol à travers le monde. Et donc, Macron a dit,
Il faut le libéralisme, le libre-échange, c'est très très bien. Et ça n'est pas parce que vous avez un déficit commercial particulier avec tel pays, avec l'Allemagne par exemple, ou avec le Canada, que ça invalide le libre-échange. Et Macron est allé jusqu'à dire, regardez, par exemple, nous on est pour le libre-échange, et pourtant on a un déficit extraordinaire avec l'Allemagne. On croit rêver. Est-ce que c'est vraiment le rôle du président de la République française que de se féliciter devant la chancelière d'Allemagne de surcroît que la France dégage des déficits commerciaux géants vis-à-vis de l'Allemagne et que c'est très bien ainsi? Enfin, il est dingue. Il est absolument dingue. Je rappellerai à M. Macron, je ne sais pas s'il le sait, que si nous avons un déficit commercial énorme avec l'Allemagne et de plus en plus grand, c'est d'abord et avant tout parce que nous avons la même monnaie que l'Allemagne et que nous n'avons pas la même compétitivité économique que l'Allemagne. Et donc, tant que nous aurons l'euro, nous aurons un déficit commercial très important avec l'Allemagne. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, enfin, c'est quand même le b.a.-ba que je vais dire. Un enfant de 7 ans ne ferait pas cette bêtise. Quand vous avez à négocier quelque chose, vous ne dites pas devant la personne avec laquelle vous allez négocier, de toute façon, c'est très bien, la situation est très bien ainsi. Jamais M. Macron ne devrait dire devant Mme Merkel, eh bien écoutez, c'est formidable, la France a des déficits commerciaux avec l'Allemagne, mais c'est très bien ainsi. Qu'est-ce qu'il va pouvoir ensuite demander à Miss Merkel? Rien. En fait, il ne défend pas du tout l'intérêt des Français. Trump, qui est un individu fantasque, qui parfois va dans le décor, on va en parler avec sa rencontre avec le leader nord-coréen, il fait parfois donne le sentiment de faire un peu n'importe quoi, mais là, on peut quand même pas lui reprocher de faire ce pourquoi les Américains l'ont élu, c'est-à-dire d'essayer de défendre l'emploi des blue collars, des cols bleus, comme on dit, c'est des ouvriers américains, et des white collars. En revanche, il y a de quoi être quand même sidéré de voir que le président français, lui, n'agit pas comme ça. Lui, la seule chose qui compte pour lui, c'est le dogme de libre-échange, de l'ultralibéralisme et du libre-échange, qui est un dogme. Un peu de libre-échange, c'est bien. Trop de libre-échange, ça peut être très mal. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Il est en train de tuer l'industrie française, Macron, et il s'en réjouit. Voilà l'affaire. Alors pour conclure sur ce G7, il y a encore deux choses à dire. C'est que les participants ont dit donc finalement ils ne voulaient pas de la Russie. Mais Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a fait remarquer que la Russie ne voulait pas entrer dans le G7. Donc il lui a dit écoutez, vous ne voulez pas de nous, ça tombe très bien, parce que nous, on ne veut pas de vous non plus. Donc ça, c'est un point quand même très important. Point encore plus important, au moment même où se réunissait à Charlevoix au Québec le G7, se réunissait en Chine à Tsingtao, c'est la péninsule de Tsingtao qui est près de Pékin. Ceux qui sont les habitués des restaurants asiatiques en France savent qu'on peut y boire de la bière Tsingtao, puisque en fait c'était une ville qui avait été colonisée par l'Allemagne au XIXe siècle, et les brasseries avaient été créées d'ailleurs, des brasseries allemandes, à cette occasion, lorsque la Chine avait été dépecée par les puissances occidentales, les mêmes puissances occidentales qui viennent leur donner des leçons de morale maintenant. Bref, c'est à Tsingtao que s'est tenu, au moment même du G7, la réunion de l'Organisation de la coopération de Shanghai, avec la Russie, la Chine, mais également l'entrée fracassante, si l'on peut dire, de l'Inde, de plusieurs pays d'Asie du Sud, et même la présence du président Rouhani, c'est-à-dire du président de la République islamique iranienne, lesquels représentent à peu près le même PIB désormais que le G7, premièrement, mais représentent 40% de la population mondiale contre 10%, deuxièmement. Et troisièmement, ont affiché une unité, et ont publié un communiqué, ils se sont montrés tous unis, alors que l'on a vu que le G7, tout le monde se tirait dans les pattes, c'était la désunion totale. Donc la comparaison est absolument fascinante entre un monde ancien qui est en train de s'effondrer. Le monde ancien, c'est Macron qui le représente. Il a fait sa campagne sur le thème « Nous sommes le monde nouveau ». Non, non. Il est vieux. C'est un jeune qui est vieux, Macron. C'est le monde ancien qui est en train de disparaître, avec Donald Trump qui essaie de se débattre pour empêcher l'effondrement des États-Unis d'Amérique, et puis un monde nouveau qui est en train d'apparaître, qui est le monde des BRICS, ou le monde de l'Organisation de la coopération de Shanghai, avec ces mastodontes que sont la Russie, l'Inde, la Chine,
l'Asie du Sud et accessoirement le Brésil et l'Afrique du Sud pour ce qui concerne les BRICS. Donc la comparaison des deux est absolument saisissante et il faudrait que la France comprenne une bonne fois pour toutes qu'elle arrête de s'arrimer à des losers en fait. Le monde occidental est en train de dégringoler parce que justement il applique une politique de total libre-échange et de totale liberté de circulation des capitaux, ce que justement ni l'Inde, ni la Chine, ni la Russie, eux, n'ont accepté pour leur propre pays. Voilà la chose. Et puis le point d'orgue sur cette affaire du G7, ça a été merveilleux, c'est que les diplomates, les diplomates, la seule chose qui compte dans ce genre d'événement, c'est qu'il y a un communiqué, à tout prix. Et donc, ils ont publié un communiqué, alors des communiqués chèvre-chou, comme seuls les diplomates peuvent en faire, où on dit tout et son contraire, tout ça est enrobé, pour faire semblant de faire croire que les gens sont d'accord alors qu'ils sont d'accord sur rien. Enfin, bref, il y avait eu un communiqué que Donald Trump avait accepté. Et puis Donald Trump est parti pour Singapour pour rencontrer le leader nord-coréen. Et dans l'avion, patatras, il a vu que le Premier ministre canadien Justin Trudeau, qui est un peu le clone d'Emmanuel Macron, c'est un peu le même âge, Justin Trudeau avait fait une conférence de presse pour se gargariser d'avoir un communiqué final et pour en profiter pour dire que les sanctions américaines sur l'acier et l'aluminium qui visaient le Canada étaient des sanctions insultantes. Alors le père Trump, dans son avion, quand il a vu ça, il a vu rouge et là, comme il en a l'habitude, envoyé des messages Twitter en disant qu'il renonçait, qu'il revenait sur le communiqué, il retirait la signature. Donc patatras, le sommet du G7 s'est terminé en une espèce d'apothéose, de feux d'artifice, d'explosion générale. Donc ça a été la consternation, il n'y avait plus de communiqué, on s'est aperçu que tout le monde se bouffait le nez. En fait, le G7 a fait la preuve de ce que l'Occident actuellement est en train de dégringoler à toute allure, tout simplement pour avoir appliqué des politiques qui ne correspondent pas aux intérêts nationaux respectifs des pays qui le représentent.